Bienvenue sur le subreddit Malicious Compliance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Hopi fait exactement ce qu'on lui dit et ça coûte très cher à une de nos reines du monde. L'histoire suivante est postée par Jni. Je travaille pour une entreprise de rénovation en Finlande. Mon travail consiste principalement à assurer le service client, à répondre au téléphone et à parler aux clients en personne dans les rares cas où ils se présentent à notre bureau. Environ 70% de tous les appels que nous recevons proviennent des mêmes personnes, qui sont impossibles à satisfaire et généralement très impolies. La femme dont il est question dans cette histoire était l'une des pires personnes avec laquelle j'ai eu le plaisir de traiter. Elle n'était pas du tout raisonnable et se contentait généralement de crier sur moi ou sur mes collègues. Le pire, c'est qu'elle était présidente du conseil d'administration de sa copropriété. Ce qui n'est pas du tout impressionnant, car en général, personne ne veut faire ce travail. Ça ne paie rien et le conseil d'administration n'est composé que des résidents les plus actifs. Pour une raison inconnue, cela stimule encore l'ego de certaines personnes, au point qu'elles pensent que tout le monde est en dessous d'elles. Allez savoir pourquoi. Ce qui nous amène au fait que je l'ai prise au pied de la lettre. L'immeuble dans lequel elle vit a un grand parking souterrain, et il est dit dans notre contrat que nous devons le laver une fois par an. C'est un gros travail qui dure environ 10 heures si 2 personnes sont dessus. Pourtant, notre société l'a lavé 2 fois par an parce que les parkings souterrains près de celui-ci doivent être lavés 2 fois par an. Et personne ne se souvient jamais que ce parking n'est lavé qu'une fois par an. Environ un mois s'est écoulé depuis le dernier lavage et c'est alors que cet appel téléphonique est arrivé. « Hey, compagnie service client, ici Hopi, comment puis-je vous aider ?»« C'est quoi ce bordel ?»« Je ne sais pas exactement de quoi vous parlez, madame. »« Le foutu garage, espèce d'idiot! Il est sale et il salit ma voiture !» Le contrat stipule que nous devons laver le garage une fois par an et... Je me fous de tes excuses à la noix. Il faut le laver 2 fois par mois, si vous en êtes capable, bande d'idiots. C'est complètement stupide. Mais madame, ça va coûter. Je m'en fous, bordel, faites-le. Comme elle avait l'autorité nécessaire pour passer ce genre d'appel, j'ai décidé de prendre sa demande au sérieux. Je sais que c'est absolument ridicule et que ça va lui coûter cher, à un moment ou à un autre. J'ai parlé à mon patron et il m'a donné le feu vert. J'ai confirmé sa demande par mail, parce que je voulais couvrir mes arrières et avoir la commande par écrit. Le lavage d'un parking de cette taille coûte généralement entre 1000 et 1500 € lorsqu'il est intégré à un contrat plus important. Mais comme il s'agissait d'un travail supplémentaire, cela coûtait beaucoup plus cher. Chaque mois, nous leur avons donc facturé environ 5000 € de plus que d'habitude. Je ne sais toujours pas comment, mais il leur a fallu 3 mois pour s'apercevoir que leur coût avait considérablement augmenté. Évidemment, beaucoup d'autres résidents de l'immeuble nous ont demandé pourquoi nous lavions le garage 2 fois par mois maintenant. C'est un gros inconvénient puisqu'ils doivent déplacer leur voiture. Nous avons simplement répondu que c'était une nouvelle politique de la présidente du conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration a fini par s'en apercevoir, il a contacté notre directeur général et moi-même. Nous avons expliqué la situation et Super Relou a essayé de faire toute une histoire en nous traitant de menteurs et autres. J'aurais aimé voir sa tête quand je lui ai envoyé, ainsi qu'à tout le conseil, une copie de mail dans lequel elle avait, avec des termes assez colorés, exigé que nous lavions le parking 2 fois par mois en écrivant « Je me fous des coups, essayez de comprendre, bordel !» Elle a été remplacée au conseil d'administration et n'a plus rien à dire sur les affaires de l'immeuble. La plupart des autres habitants de l'immeuble savent que c'est une super relou. Mes collègues et moi l'adorons. Nous avons préparé une réponse toute faite pour chaque fois qu'elle appelle pour quelque chose d'autre que son propre appartement. Désolé madame, nous avons été informés que vous n'avez plus rien à dire sur les affaires de l'immeuble. Si toutefois vous avez un problème concernant votre propre appartement, n'hésitez pas à nous recontacter. Cela la rend absolument folle. Je suis presque sûr qu'elle va tuer l'un d'entre nous. Mais ça en vaut vraiment la peine. Ces histoires où on te dit « Je m'en fous de combien ça coûte, fais-le parce que je te le dis !» Bah ok, juste je te facture. Forcément ça coûte cher vu que tu fais toujours des demandes extravagantes. Dans les commentaires, on a l'histoire suivante qui est postée par Technos. Un des anciens patrons de mon frère a fait la même chose. Il a manqué tout un après-midi de travail paysager, parce qu'un de ses employés lui avait roulé sur le pied avec une remorque, et le temps qu'il sorte des urgences, il avait quelque chose comme 20 SMS qui l'attendaient. Toutes provenant d'un seul pénible, président d'une toute petite association de propriétaires. Quand il est revenu au bureau, son répondeur était à peu près le même. Des dizaines de messages du président de l'association, dont le point culminant était un message de colère plein d'injures et d'exigences.
Monsieur Association de propriétaires voulait que le prochain boulot soit gratuit. Il n'aimait pas la longueur de l'herbe, même quand elle avait été coupée. Les haies devenaient hirsutes, etc. Et puis le coup de pied dans la fourmilière. J'attends de vous que vous soyez là dès le matin pour tout remettre en état. Et je me fiche que vous deviez faire venir des gens tous les jours de la semaine pour que ça reste exactement comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rangé la cassette du répondeur dans un tiroir et a programmé une équipe pour tondre et tailler tous les jours. À la fin du mois, la facture qu'il a envoyée, 1 700 $ au lieu de 250, a fait péter les plombs à la trésorière de l'association, qui s'est même présentée à son bureau. Il lui a alors fait écouter la cassette. Ah, j'adore ces histoires où les gens ont exactement ce qu'ils ont demandé. L'histoire suivante est postée par Can3GXW. Je travaillais pour une petite entreprise, une 60aine d'employés répartis sur plusieurs sites. Je m'occupais de l'assistance informatique pour le matériel, ordinateur portable, téléphone, et les logiciels. Lorsque j'ai été embauché, il y a un peu moins de 9 ans, il a été convenu verbalement qu'au lieu de comptabiliser les astreintes comme des heures supplémentaires, je prendrais simplement des heures de repos. Les appels ont toujours été minimes, il n'y a jamais eu de problème avec le fait que je prenne du temps ici et là pour compenser. Tout appel au milieu de la nuit était rapidement résolu, et je n'avais aucun problème pour me rendormir. Les rendez-vous en milieu de journée ne posaient pas de problème en raison des heures de repos accumulées. Cela a bien fonctionné pendant presque tout le temps que j'ai passé là-bas. Je commençais toujours tôt, selon l'heure à laquelle je quittais la maison, j'entrais au bureau, prenais mon café. Cela pouvait aller de 5 à 30 minutes parce que je quittais la maison plus tôt pour ne pas réveiller la famille s'il n'y avait pas école ce jour-là. Je m'en souciais pas à ce moment-là, cela ne m'a jamais dérangé. Je leur donnais du temps libre, mais encore une fois, je ne m'en souciais pas, parce qu'honnêtement, qu'est-ce que j'avais d'autre à faire ? C'était un travail formidable, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Un week-end, j'ai travaillé à la maintenance du matériel, qui m'a pris la majeure partie du dimanche. Cela a été compris, approuvé à l'avance et apprécié. La semaine suivante, j'ai décidé de commencer à brûler ces heures supplémentaires. J'arrivais toujours plus tôt, comme je le faisais depuis des années, mais j'ai commencé à partir 1 heure plus tôt que mon heure de fin habituelle, chaque jour, s'il ne se passait rien. C'est important. Si quelque chose devait être fait, je le faisais. J'étais joignable par mail jusqu'en début de soirée, et par téléphone pratiquement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette semaine-là, il n'y avait pas beaucoup de travail, et je n'avais donc rien à faire. Je suis parti 1 heure plus tôt, les 4 premiers jours. Le vendredi, mon patron vient me voir et me dit gentiment « Les gens ont remarqué que tu partais tôt cette semaine. J'aimerais que tu t'assures de rester dans ton bureau jusqu'à la fin de ton service, au cas où quelqu'un aurait besoin de toi. » Je lui ai expliqué que je brûlais des heures de repos, et il m'a juste répété que ça fait mauvais effet auprès des autres. Sérieusement, tu peux pas dire aux autres que je travaille mes 40 heures par semaine, mais pas en même temps qu'eux ? Très bien, c'est parti pour te prendre au mot. J'ai immédiatement soumis une requête pour être payé les 4 heures sup que j'avais faites et que j'avais pas pris sous forme de repos. J'arrivais au bureau à l'heure à laquelle j'arrivais, mais je ne commençais à travailler qu'à partir de 8 heures du matin. Si on me le faisait remarquer, je répondais « Bien sûr, je commence à 8 heures ». Si on m'appelait en dehors des heures de bureau, selon le temps que je passais sur le problème, je l'enregistrais comme des heures supplémentaires. Un utilisateur m'appelle à 19 heures pour me poser une question, je lui réponds en 30 secondes. 1 heure d'heure supplémentaire. Lorsque mon patron a ensuite commencé à me demander « Comment se fait-il que tu soumettes toutes ces heures supplémentaires ?», j'ai répondu par un simple « Certaines personnes ne comprennent pas ou n'aiment pas que je prenne des heures de repos. Alors j'ai besoin de les déclarer comme des heures supplémentaires puisque je suis à mon bureau de 8 heures à 16 heures. » Comme je n'étais pas disponible à sa demande, cela a fini par leur coûter plus d'argent. 95% de mon travail pourrait être fait chez moi, grâce à un accès à distance complet. Mais cette mentalité stupide de la vieille école signifie que les gens du bureau ont besoin de te voir à ton bureau toute la journée. J'ai quitté l'entreprise très peu de temps après pour un emploi beaucoup mieux payé et en télétravail. Connaissez votre valeur. Dommage pour eux, tant mieux pour toi. L'histoire suivante est postée par Dragonfire Kitten. J'ai travaillé dans un atelier dirigé par un bon patron. Tout le monde s'entendait bien, sauf l'un des chefs de service, appelons-le Bi. Pour des raisons qui n'ont rien à voir avec cette histoire, le patron a décidé de vendre l'atelier à Bi, et dans la foulée, la majorité du personnel a démissionné en l'espace de quelques mois, nous laissant en sous-effectif. J'ai naïvement décidé de tenir le coup, et j'ai supposé que Bi embaucherait des gens pour combler les postes vacants, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes passés d'un atelier de 15 personnes à un atelier de 5 personnes, en l'espace de 1 an. Et cela inclut les 6 personnes qui n'ont pas fait une année entière. L'un des nombreux problèmes qui se sont développés, et il y en a eu beaucoup, était l'incapacité de Bi à planifier.
Pendant que je travaillais là-bas, les 2 années passées avec le patron, j'arrivais souvent 10 à 15 minutes à l'avance, en raison de la nature de mon trajet. J'arrivais, je déchargeais mes affaires, je faisais du café, je bavardais avec mes collègues, je discutais avec mon patron, mais nous ne commencions jamais vraiment à travailler avant l'heure de début prévue de chacun. Lorsque Bee a pris le relais, dès que tu entrais dans l'atelier, Bee commençait immédiatement à t'aboyer des ordres, même si tu étais dans le bâtiment avec 15 ou 20 minutes d'avance. La plupart du temps, c'est parce que Bee était pressée de faire quelque chose et qu'elle s'en souvenait. Lorsque je faisais remarquer que, techniquement, nous n'étions pas encore sur nos heures pour les 15 à 20 prochaines minutes et que je voulais faire du café, Bee se mettait à aboyer en disant de le faire tout de suite parce que un tel arrivait juste à l'heure d'ouverture. J'ai donc commencé à attendre dans ma voiture, en apportant mon café de la maison, et je ne franchissais la porte qu'à la dernière minute. Techniquement, je n'étais jamais en retard au travail, et j'étais prêt à travailler dès que je franchissais la porte. Je ne sais pas si Bee a compris, mais le reste du personnel l'a fait et a suivi le mouvement, puisque je leur ai dit de le faire. Pendant les mois qui ont suivi, tous mes collègues se présentaient encore souvent en avance au travail, mais ils attendaient tous dans leur véhicule. À un moment donné, l'un d'entre eux avait une mini-fourgonnette et nous faisions tous la fête à l'intérieur avant d'entrer en groupe dans l'atelier. Chaque fois qu'une nouvelle personne se joignait au groupe parce que quelqu'un avait démissionné, nous l'avertissions de ce qui allait se passer. Cela fait plusieurs années que je n'y ai pas travaillé. Je ne connais aucun des employés actuels à part Bee. Il se trouve que j'étais en train de faire une installation sur place à proximité de l'heure d'ouverture de l'atelier, et j'ai regardé le parking devant l'atelier. Comme une horloge, 1 minute avant l'ouverture, environ 6 personnes sont sorties de leur véhicule et se sont dirigées vers l'atelier. Je ne travaille peut-être plus là-bas, mais c'est bien de voir que ma résistance existe toujours. C'est pas parce qu'on arrive en avance qu'il faut se mettre à bosser tout de suite. On est payé pour un nombre d'heures, on travaille le nombre d'heures qu'on est payé. Parce que si jamais vous partez 10 minutes plus tôt parce que vous êtes arrivé 10 minutes plus tôt, il y a des patrons qui vont chipoter. En tout cas, si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.